Oui, annulez, allez-y, voilà. Voilà. Et comment je passe à la suivante? Le micro est là. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Donc, je vous présente notre travail qui a été publié il n'y a pas très longtemps dans European Journal of Public Health et dont la traduction française est parue dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire que vous pouvez trouver en ligne. C'est le numéro du 7 mai 2013. C'est un travail qui a été fait entièrement par une équipe de l'Institut Gustave Roussy. Donc, nous avons cherché à estimer la mortalité attribuable à l'alcool en France, pour l'année 2009. Et pour ça, il faut identifier les causes de décès qui sont totalement attribuables à l'alcool et les causes de décès qui sont partiellement attribuables à l'alcool. Donc ici, vous avez une liste très ennuyeuse des causes de décès que nous avons considérées comme entièrement attribuables à l'alcool, avec le code dans la classification internationale des maladies et le nombre de morts en 2009. Je ne vais pas vous lire tout ça. Ensuite, il y a les causes de décès partiellement attribuables à l'alcool, des cancers qui sont énumérés ici et des maladies diverses, diabète et épilepsie. Toutes les diapos sont en ligne sur le site de l'Institut Gustave Roussy. Si vous tapez www.igr.fr et ensuite vous cliquez sur prévention et facteurs de risque, vous trouverez une série de diaporamas que je mets à jour tous les ans sur la fréquence des cancers en France, sur le tabac et sur l'alcool. Ensuite, les maladies cardiovasculaires, maladies hypertensives, cardiopathie ischémique, etc. Il y a des choses pour lesquelles il faut faire particulièrement attention. Par exemple, quand on veut séparer les accidents vasculaires cérébraux en accidents vasculaires cérébraux hémorragiques et ischémiques, il y a une fraction des accidents, des décès sur lesquels il y a écrit accidents vasculaires cérébraux sans précision. Et donc, on les répartit entre hémorragiques et ischémique au prorata de ce qui est déclaré, ce qui est précisé. Donc, c'est un travail assez méticuleux et qui nous a pris assez longtemps. Et bien sûr, les accidents et les suicides. Pour chacune de ces causes, partiellement attribuables à l'alcool, nous avons trouvé dans la littérature une relation dose-effet qui n'est pas forcément linéaire et qui est le résultat de la synthèse des données de la littérature. Il y a pour chaque maladie, par exemple pour les cancers de la cavité buccale, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites dans le monde, soit des études de cohorte où on a interrogé des gens sur leur consommation de tabac et d'alcool et ensuite on les a suivis. Pareil, le prototype, c'est l'étude des médecins anglais, 36 000 médecins hommes anglais interrogés en 1950 et suivis ensuite pendant 50 ans. Et ensuite, on peut étudier le risque en fonction de la dose d'alcool dans toutes ces études. Donc là, sur cette diapo-là, il y a la synthèse de plusieurs centaines d'enquêtes. Chaque ligne est la synthèse de plusieurs, souvent 50 études. Et de ces études, on tire une relation dose-effet qui a ici une équation qui est indiquée, qui est la meilleure équation qui colle avec les données. Et ces équations donnent des fonctions de risque qui sont représentées ici. Donc ça, c'est un peu plus regardable pour vous que des équations. Donc ici, vous avez à gauche la relation dose-effet pour le risque de cancer. En fonction de la dose, les traits qui sont indiqués, 13 grammes, 28, ici, la dose est en grammes d'alcool par jour. 13 grammes, 28 grammes, 46 grammes, 85 grammes, 117 grammes. Ce sont les doses les centres des classes de doses que nous avons étudiées. Et vous voyez qu'il y a des relations qui sont linéaires ou un peu quadratiques, de degré 2, sur la relation entre le risque de cancer. C'est une échelle logarithmique, donc la classe de référence, c'est la dose 0, le risque est 1 par définition, et ensuite, ici, vous voyez, le risque est multiplié par 10, et pour certaines causes, on a des courbes qui ne sont pas monotones, qui n'augmentent pas régulièrement, mais par exemple, pour le diabète, on a un effet protecteur à des doses faibles. Donc, on prend en compte les effets protecteurs exercés par l'alcool sur certaines causes. Pour les maladies cardiovasculaires, il y a aussi des équations, aussi des synthèses de littérature. Vous ne voulez pas regarder les équations, c'est plus intéressant de regarder les courbes. Donc vous voyez que par exemple, pour les cardiopathies ischémiques, on a un effet protecteur
jusqu'à la dose d'à peu près 80 grammes par jour, un effet protecteur sur le cholélithiase, et puis toutes ces courbes qui quelquefois sont différentes chez les hommes et les femmes dans les synthèses de la littérature qui ont été faites. Donc une fois qu'on a... Alors ensuite, il faut avoir une répartition de la population dans les différentes classes de doses. Et ça, c'est pas si disponible que ça. Surtout qu'on a des données relativement contradictoires. Donc, en fait, ce qu'on a comme données, à mon sens, les données les plus fiables sont ici, c'est 27 grammes par adulte et par jour. C'est la consommation moyenne d'alcool de la population française de 15 ans et plus. On obtient cette estimation à partir des données fiscales. C'est tout l'alcool qui est taxé. L'alcool est taxé. Donc, sur cette base de taxation, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, nous donne un volume d'alcool global mis sur le marché. L'INSEE ajoute à ces quantités déterminées sur la base du fisc une estimation de la partie de la consommation qui échappe aux taxes. Par exemple, pour le cidre, qui représente 1% de la consommation, en réalité, ils pensent que la moitié du cidre est vendu hors taxe. Je ne connais pas bien la Normandie, mais il doit y avoir un truc là. Pour le vin, ils pensent que 8% du vin de table n'est pas mis sur le marché et va directement du producteur au consommateur hors taxe. Je ne sais pas si c'est des histoires de congés, je ne connais rien non plus, mais bon. Donc, tout ça pour dire que je pense que cette estimation, souvent on la donne en litres d'alcool pur par an, et pour passer des litres d'alcool pur par an au gramme par jour, il faut diviser par 365 et multiplier par 800, parce que la densité de l'alcool est 0,8, donc un litre d'alcool pur ne pèse pas 1 kilo comme un litre d'eau, mais pèse 800 grammes. Donc, et je trouve que 27 grammes d'alcool par jour, c'est plus parlant. Donc, il faut que cette information soit connue, c'est vraiment important. Quand on répartit tout ce qui est mis sur le marché, hors taxe et avec taxe, sur l'ensemble de la population de 15 ans et plus, ça fait 27 grammes par jour. 27 grammes par jour, ça fait à peu près 3 verres, 2,7 verres servis au café, dans un bar ou dans un café, où on vous sert 10 grammes d'alcool, quelle que soit la boisson que vous prenez. Bien sûr, chez vous, vous pouvez vous servir des verres beaucoup plus gros. Donc, si la population, dans son ensemble, consomme 27 grammes par jour, en répartissant uniformément sur tout le monde, ça veut dire que beaucoup de gens boivent beaucoup plus. Si on répartit la consommation entre les hommes et les femmes en utilisant la proportion de ce qu'ils déclarent boire, ça fait 43 grammes en moyenne pour la population masculine et 13 grammes en moyenne pour la population féminine. Donc on boit énormément en France. Et si vous pensez en plus que 32% des hommes et 65% des femmes boivent très peu, vous pouvez imaginer, voir facilement, que les hommes qui boivent énormément plus que 4 verres par jour en moyenne. Parce qu'il y a 30% de gens qui boivent très peu, tous les autres boivent beaucoup plus. Donc, le problème de l'alcool en France est beaucoup plus grave et beaucoup plus sérieux que ce que les gens voudraient nous dire. Et on vous dit, buvez avec modération. Personne ne vous dit ce que c'est avec modération. Et moi, je vous dis que boire avec modération, c'est boire beaucoup moins que 13 grammes par jour. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Et l'OMS n'a jamais recommandé de boire 21 verres par semaine. Alors, en fait, ce que j'ai oublié de dire sur cette diapositive, c'est que si on prend dans un sondage, quand on interroge les gens, ils vous déclarent beaucoup moins. Les hommes déclarent consommer en moyenne 17 grammes et les hommes et les femmes 5,2 grammes. Donc, la déclaration, c'est 11 grammes, la vraie consommation, c'est 27. Donc, il faut recalibrer les déclarations sur ce qu'on sait être consommé. Alors à ce moment-là, les lobbies de l'alcool vous disent « Ah, mais il y a beaucoup d'étrangers qui viennent boire en France », mais ils oublient qu'il y a beaucoup de Français qui vont boire en Espagne. Donc ça marche pas. J'ai vérifié, on peut faire des calculs, on a le nombre de nuitées, etc. Donc ça, c'est du pipeau intégral. Et donc, en fait, je pense que la répartition de la population est comme indiqué ici. 28% des hommes sont dans la catégorie supérieure, qui boivent en moyenne 117 grammes, et 7% des femmes sont dans la catégorie supérieure, qui boivent en moyenne 85 grammes. Et ensuite, vous avez la répartition dans les doses. Donc, nous avions besoin de ces données pour travailler.
Donc, une fois qu'on a les causes, les relations dose-effet et la répartition de la population dans les différentes classes de doses, on peut estimer, on peut faire le calcul, c'est jamais qu'une feuille Excel un peu compliquée, et on arrive à une estimation de 49 000 morts attribuables à l'alcool en 2009, ce qui représente 9% de la mortalité. Et bien sûr, plus chez les hommes que chez les femmes, ça devrait être 36 500, je ne sais pas à quoi je pensais en arrondissant, 13% et 5% de la mortalité en 2009 est attribuable à l'alcool chez les hommes et chez les femmes. Alors, si on regarde en fonction de l'âge, en fait, la fraction attribuable est plus élevée chez les plus jeunes, 22% entre 15 et 34 ans, c'est surtout par accident, 18% entre 35 et 64 ans et 7% au-delà de 65 ans, avec bien sûr des fractions plus importantes chez les hommes que chez les femmes. Les causes de décès, 15 000 par cancer, 12 000 par maladie cardiovasculaire, 8 000 par accident et suicide, 8 000 par maladie digestive, 4 000 par autre maladie, et puis on met une fraction au prorata des causes inconnues ou mal spécifiées, ce qui font un total de 49 000. Alors, plus intéressant, et c'est la répartition de ces 49 000 morts. Alors, ici, pour répartir dans les classes de doses, on ne peut pas répartir les morts par accident dans les classes de doses, parce que quand quelqu'un meurt dans un accident attribuable à l'alcool, c'est pas forcément la personne alcoolisée qui meurt, ça peut très bien être celui d'en face. Donc on peut pas relier la mortalité par accident à une classe de dose. Donc là, c'est pour ça que c'est pas 49 000, c'est seulement 41 000. Ce sont les morts en dehors des morts accidentelles, qui sont pas réparties dans les différentes classes de dose. Donc cette mortalité totale, quand on la répartit dans les différentes classes de dose, 13 grammes en moyenne, c'est la classe de référence, c'est 0 à 7 grammes par jour. Autour de 13, autour de 28, autour de 46. Et là, c'est autour de 117 pour les hommes et autour de 85 pour les femmes. Et vous voyez bien sûr que la fraction attribuable augmente énormément avec la classe de dose. Mais vous voyez aussi que même à la dose de 13 grammes par jour, les effets nocifs l'emportent sur les effets bénéfiques, puisque le bilan total est un nombre de morts. En fait, c'est un nombre de morts qui est obtenu en ajoutant des morts pour les causes pour lesquelles le risque est augmenté et en soustrayant des morts évitées, par exemple pour les cardiopathies ischémiques. Mais le bilan total, c'est quand même qu'à la dose de 13 grammes par jour, l'alcool fait plus de mal que de bien. Et ça, c'est un message tout à fait essentiel parce que les lobbies et les autorités s'accordent pour vous dire qu'il faut consommer avec modération, mais s'accordent aussi pour ne jamais vous dire qu'est-ce que c'est consommer avec modération. Et consommer avec modération, c'est pas du tout ce qui a été répété aujourd'hui au moins 3 fois, que c'est 21 verres par semaine pour les hommes et 14 verres par semaine pour les femmes. Jamais l'OMS n'a dit ça. L'OMS dit moins c'est mieux, et ils le disent plutôt en anglais, less is better. C'est ça qu'ils vous disent. Donc le message, c'est plutôt si vous êtes abstinent, continuez, et si vous buvez, buvez moins. Et vous savez bien tous, même si vous êtes plutôt... Et il faut dire aussi que l'Institut de recherche et d'études sur les boissons et tous les lobbies de l'alcool insistent lourdement, et même le numéro spécial du bulletin épidémiologique hebdomadaire est très concentré sur des sous-populations, les femmes enceintes, les jeunes, et ce qu'ils appellent les buveurs excessifs. Et moi, mon sentiment, c'est que le buveur excessif, c'est à peu près tout le monde qui boit en France, sauf très très peu de gens. Je pense qu'on est complètement, on n'a pas du tout mesuré le problème, on est complètement à côté de la question. Oh, j'ai plus de temps qu'il ne m'en faut. Donc ici c'est la même chose. En gris c'est la mortalité qui n'est pas attribuable. Alors à gauche ce sont les hommes, à droite ce sont les femmes. C'est pas marqué, c'est bête. C'est le nombre de morts par classe de dose. Autour de 2 grammes, c'est la classe de référence, autour de 13 grammes, 28 grammes, 46 grammes, 117 chez les hommes, 85 chez les femmes. Et ensuite, vous avez les fractions attribuables. Donc, on voit bien que l'essentiel des morts s'observe dans les catégories les plus élevées, mais on voit bien qu'il n'y a pas d'effet bénéfique à la dose de 13 grammes par jour. Alors, petits éléments de discussion. Bien sûr, j'ai pas pris la consommation déclarée, qui était de 11 grammes en moyenne. J'ai pris
la consommation que je pensais être la bonne estimation. Si j'avais pris la consommation déclarée, au lieu de 49 000 morts, j'en trouverais 28 000, bien sûr, parce que j'aurais mis tout le monde dans des doses beaucoup moins élevées. Ça peut se discuter. Ensuite, on a été invité par différents relecteurs. On a eu beaucoup de peine à publier ce papier dans l'European Journal of Public Health. Ça fait jeter de beaucoup de journaux. Si on suppose que 10 ou 20% de l'alcool mis à disposition est perdu, ça ne changera pas grand-chose. 10% perdu, on passe de 49 000 à 45 000. Et si on perd 20%, de 49 000 à 42 000 décès. Et au moment des dernières lectures, j'ai trouvé un article qui disait que l'industrie considérait que moins de 10% de l'alcool mis sur le marché est perdu ou gaspillé. Donc finalement, on n'était pas trop mal. Et notre étude de sensibilité avec 20% d'alcool perdu, c'était un peu pousser le bouchon un peu loin. Alors, bien sûr, j'avais déjà fait des estimations il y a longtemps. J'avais commencé avec Jean-Pierre Pignon en 91, qui est épidémiologiste, statisticien et gastro-entérologue, qui travaille à Gustave Roussy, ancien gastro-entérologue, je dirais. Donc, on avait fait des estimations anciennes de 49 000, non, 49 000, c'est celle d'aujourd'hui, versus des estimations moins élevées en 95 et plus élevées en 85. Donc, les lobbies de l'alcool sont en train de faire un buzz terrible en disant que nous disons n'importe quoi et que nos estimations ne sont pas cohérentes. La consommation d'alcool a baissé, donc les risques doivent avoir baissé. Simplement, on a beaucoup amélioré la façon de faire l'estimation. Ces estimations-là étaient très, très simplettes. Dans le travail du Centre international de recherche sur le cancer, qui était limité au risque de cancer, on avait estimé les risques de décès par cancer pour 2000 à 10 000, et là, maintenant, on en est à 15 000, mais en fait, on a complètement changé de façon de travailler. On a pris la consommation déclarée, le CIRC avait pris la consommation déclarée, et là, on a pris la consommation ajustée. Et il y a aussi un autre travail qui a été fait par les gens de l'INSERM, du CEPIDC, qui trouvait 33 000 en 2006, sur la base de données de consommation de 2002 qui étaient très sous-estimées contre nos 49 000. Donc on peut discuter. Et je vous ai mis aussi une comparaison avec d'autres pays qui est dans l'article. Donc pour la France, les risques sont énormément plus élevés parce que la consommation et surtout était extraordinairement élevée. Donc vous voyez que il n'y a pas tous les pays. Il y a quelques pays où on boit plus d'Europe où on boit plus qu'en France, je dirais de tête la Tchéquie et peut-être l'Estonie. Et il y a des pays où il y a un effet protecteur chez les femmes. Ils pensent qu'il y a un effet protecteur chez les femmes. Donc il y a beaucoup de discussions. Est-ce qu'il faut prendre la consommation déclarée? C'est ce qu'ont fait les Anglais et ce que fait l'OMS dans son travail Global Burden of Disease. Est-ce qu'il faut prendre la consommation du moment pour évaluer les conséquences en termes de mortalité du moment? Certainement oui pour les accidents et certainement non pour le cancer. Mais en fait, au début, nous avions pris un décalage de 15 ans parce que c'est ce qu'avait fait le CIRC pour le cancer. Mais Jürgen Rehm, qui était un des relecteurs, nous a dit de prendre la consommation du moment et la mortalité du moment parce que c'est ce que tout le monde fait. Donc nous nous sommes alignés. Bien sûr, on résume la consommation par la dose moyenne par jour, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de données. On ne sait pas très bien si c'est très différent de boire 5 verres le samedi ou 1 verre tous les jours, 7 verres le samedi, 1 verre tous les jours. Et je m'arrête là.